Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Public Sénat pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre ensemble la dernière séance des questions d'actualité au gouvernement au Sénat. À l'ordre du jour de cette séance, plusieurs questions sur des événements récents. Tout d'abord, l'immense pagaille en gare Montparnasse à Paris depuis dimanche. Une question à ce sujet du sénateur La République En Marche Jean-Jacques Filleul à Elisabeth Borne, la ministre des Transports. Également au programme, une question du groupe RDSE sur les feux de forêt dans le sud-est de la France. De leur côté, les communistes entendent interpeller Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, sur la situation des migrants en France. Vous le savez, le Sénat est la chambre des territoires. À ce titre, plusieurs questions aujourd'hui sur le déploiement du numérique partout en France avec le sénateur LR Patrick Chaize, ou encore une question de Anne Chain-Larché sur la dotation d'équipement des territoires ruraux. Direction l'hémicycle pour vivre ensemble cette dernière séance de questions d'actualité au gouvernement au Sénat. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, la séance est ouverte. Le compte-rendu intégral de la séance du 27 juillet a été publié sur le site internet du Sénat. Je n'ai pas reçu d'observation. Je n'en vois point. Il est adopté. Avant de commencer les questions d'actualité au gouvernement, je voudrais rappeler que la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'habilitation pour le renforcement du dialogue social a pu aboutir à un accord. Ce matin, la commission mixte paritaire, chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans la vie politique, est parvenue à l'adoption d'un texte commun. En revanche, il n'a pas été possible d'aboutir à un texte commun sur le projet de loi organique. Nous examinerons demain, mercredi 2 août, bien noté pour vos agendas, à 16 h, les conclusions des deux commissions mixtes paritaires qui ont abouti à un accord. Pour le projet de loi organique, le gouvernement a décidé une nouvelle lecture. Cette lecture, sur proposition de la Commission et avec l'accord du gouvernement, et j'insiste, de tous les groupes politiques, aura lieu vendredi 4 août dans l'après-midi à 15 h et éventuellement le soir. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition, ça vous évitera une semaine complémentaire. Voilà. Il en est ainsi décidé après cette large consultation démocratique de ma part. En conséquence, le délai limite, mes chers collègues, si vous voulez bien le noter, le délai limite de dépôt des amendements de séance sur le projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique pourrait être fixé à l'ouverture de la discussion générale. La discussion générale serait, elle, fixée à 1 h. Pas d'opposition, il en est ainsi décidé. Par lettre en date du 28 juillet 2017, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, m'a fait connaître qu'en application de l'article LO 137 et LO 320 du Code électoral, M. Laurent Dutheil est appelé à remplacer, en qualité de sénateur du Val-de-Marne, M. Luc Carvounas, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel confirmant son élection à l'Assemblée nationale. Nous lui souhaitons la bienvenue et son mandat a commencé le samedi 29 juillet 2017 à 0 h. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je vous rappelle que notre séance est retransmise sur le site internet du Sénat, sur Public Sénat et sur Facebook. Chacun sera attentif au respect des uns et des autres et encore plus du temps. Et la parole est, ou tout autant du temps. La parole est à notre collègue Pierre Frogier pour le groupe Les Républicains et il a 2 minutes. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre et porte sur l'organisation ou la préparation de la consultation de sortie de l'accord de Nouméa. Monsieur le Premier ministre, dans votre déclaration de politique générale, vous avez affirmé que l'État veut jouer pleinement son rôle d'acteur et de garant du processus de l'accord de Nouméa.
Vous en avez même fait un engagement personnel. Je tiens à saluer ce volontarisme qui succède à l'attentisme et aux atermoiements du quinquennat précédent. Mais il faut passer de la parole aux actes. Vous avez vous-même rappelé que s'il n'est pas saisi d'ici mai prochain par l'Assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie, l'État devra organiser en novembre 2018 la consultation pour l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. En clair, dans 15 mois, la Calédonie décidera de son accession ou non à l'indépendance. Alors que l'issue de ce référendum est connue d'avance, le risque est grand que ce scrutin de nature exagérément binaire, mal préparé, remette le feu aux poudres. Permettez-moi de rappeler ce que Michel Rocard affirmait. Personne ne peut avoir dans la tête que la question qui va être posée à ce référendum soit choisie de manière à diviser les Calédoniens en 2 paquets égaux, parce que là, on est sûr qu'ils recommenceront à se taper dessus. Monsieur le Président du Sénat, vous avez vous-même affirmé à plusieurs reprises que l'État devait nous accompagner dans la recherche des convergences nécessaires à la définition de notre destin commun. Au plan local, nous avons pris l'initiative d'organiser les États généraux de l'avenir, forme de palabre à l'océanienne, pour échanger et rechercher avec la population l'ensemble des forces politiques, ce qui nous unit, ce qui nous rassemble, afin que cette consultation ne soit pas mortifère. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt, lors de votre venue annoncée en Nouvelle-Calédonie, dont je vous rappelle la devise, terre de parole, terre de partage, à vous engager dans ce grand palabre pour l'avenir? Et puisque vous avez insisté sur la dimension personnelle de votre engagement, pourriez-vous nous dire comment vous comptez traduire celui-ci dans les faits? Monsieur le Premier ministre, la parole de l'État est attendue à Nouméa. La parole de la France est attendue dans le Pacifique. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Frogier, vous m'interrogez sur l'engagement du gouvernement et sur mon implication personnelle dans la construction de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Je vous en remercie. Je veux vous dire à nouveau combien je suis conscient des enjeux et des défis considérables qui nous attendent collectivement en Nouvelle-Calédonie. Comme vous, je veux éviter que les tensions s'avivent à l'approche de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. J'ai indiqué dans la déclaration de politique générale quelle était l'ambition du gouvernement sur ce sujet. Et vous savez, monsieur le sénateur, que dès ma nomination, j'ai essayé de rencontrer toute une série d'acteurs politiques, parlementaires ou non, et d'acteurs culturels de Nouvelle-Calédonie, pour mieux saisir, pour mieux mesurer et pour tout dire, pour mieux comprendre l'ampleur de ces défis et la complexité de ces enjeux. Je l'ai fait, monsieur le sénateur, et je vais continuer à le faire, comme l'ensemble du gouvernement d'ailleurs, avec un esprit d'écoute et avec un esprit auquel vous êtes attaché, car c'est une valeur océanienne, d'humilité. C'est l'esprit qui a guidé la visite de Madame la ministre en Nouvelle-Calédonie, que je veux saluer. Elle a effectué au cours de la semaine dernière son premier déplacement dans les Outre-mer en choisissant de se rendre d'abord en Nouvelle-Calédonie pour y rencontrer, elle aussi, pour mieux comprendre, mieux saisir, mieux mesurer l'ensemble des acteurs du processus et au-delà. L'humilité que je crois indispensable pour aborder les questions qui sont devant nous, c'est d'abord une humilité devant la force de l'engagement de celles et ceux qui ont œuvré, parfois au prix de leur vie, pour tracer un chemin de paix et marcher de concert vers ce destin commun qui est désormais un acquis. Et vous avez, monsieur le sénateur, je le sais, contribué à ce chemin, notamment en proposant que le drapeau du FLNKS soit érigé à côté du drapeau français. Cette humilité, c'est aussi celle qui doit nous saisir devant la responsabilité collective que nous avons, nous tous, c'est-à-dire les acteurs du processus de l'accord de Nouméa. Au fond, nous devons organiser dans la transparence un scrutin dont la légitimité ne pourra pas être contestée. C'est une priorité de notre action, c'est une priorité de mon action et c'est une priorité difficile à atteindre techniquement, vous le savez.
Et nous voulons aussi profiter des fruits de la réflexion, souvent remarquables, menée par les nombreux experts, missionnés par les nombreux gouvernements qui se sont intéressés à ce sujet. Il y a de la connaissance acquise, il y a de l'expérience acquise, et il serait absurde, voire contre-productif, de vouloir s'en passer. Je vous dis ça, monsieur le sénateur, parce que l'ensemble du gouvernement entend s'inscrire dans une histoire et dans une continuité dans ce processus. C'est aussi une forme d'humilité, mais je pense que c'est indispensable. Nous avons et nous pouvons nous appuyer sur des acquis irréductibles qui sont l'œuvre, je veux les citer, de l'amitié civile et de la réconciliation qui ont été engagés par Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Nous avons un grand nombre de points de convergence, qu'il s'agisse des valeurs aux sources de la société calédonienne comme de l'organisation institutionnelle, ou encore du principe de la citoyenneté calédonienne. Vous avez rappelé, monsieur le sénateur, la devise de la Nouvelle-Calédonie, terre de parole, terre de partage. Vous souhaitez à juste titre que l'État, plus encore que le gouvernement, qui est à la fois acteur et arbitre du processus, ait lui aussi une parole. C'est le sens du déplacement de Madame la ministre, qui a insisté sur, à l'occasion de son déplacement, l'enjeu de la jeunesse, la lutte contre l'insécurité, le soutien à la filière du nickel, la préservation de la biodiversité. J'aurai l'occasion, vous l'avez évoqué, monsieur le sénateur, de me rendre en Nouvelle-Calédonie au cours de la première quinzaine du mois de décembre, après que les échéances électorales auront permis de renouveler les sénateurs de Nouvelle-Calédonie, après aussi que nous aurons réuni au mois d'octobre un comité des signataires pour justement, et dans le détail, étudier les conditions d'organisation de la consultation qui se tiendra au cours de l'année 2018. Je voudrais profiter de ce moment pour dire, monsieur le sénateur, que je compte bien que l'échange que nous aurons à l'occasion du comité des signataires, qui sera précédé par beaucoup d'entretiens, puisse nous permettre d'échanger des bouts de parole auxquels l'ensemble des acteurs de Nouvelle-Calédonie sont attachés. Et je voudrais aussi dire que se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté, ça n'est pas se prononcer pour ou contre le destin commun. Le destin commun, il est acquis. Il est un des acquis de l'ensemble des discussions, de l'ensemble du partage qu'il y a eu depuis maintenant de nombreuses années, et il ne doit pas être remis en cause. Je vous remercie, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est maintenant à notre collègue, madame Hermeline Malherbe, pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen, et pour 2 minutes. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres. J'aurais pu à nouveau questionner le gouvernement sur la taxe d'habitation qui reste une préoccupation majeure des élus locaux, mais je souhaite évoquer un autre sujet d'inquiétude qui concerne la prévention des risques incendies. Monsieur le ministre de l'Intérieur, récemment, le sud de la France et la Corse ont fait face à de violents incendies qui ont réduit en cendres près de 4000 hectares de forêt, blessant au passage les pompiers, forces de l'ordre et secouristes. Ils font preuve d'un très grand courage au péril de leur vie, et je pense que nous pouvons tous ici leur rendre hommage. Le 14 juillet dernier, dans mon département des Pyrénées-Orientales, au Boulou et à Morellas-las-Sillas, près de la frontière espagnole, le feu a consumé 190 hectares et mobilisé plusieurs centaines de pompiers. Monsieur le ministre, ma question, au-delà des outils que l'on peut donner aux pompiers et aux forces de sécurité pour lutter contre les incendies, concerne les moyens de prévention que l'on peut développer et valoriser. Parmi ces moyens, on peut rappeler ceux qui concernent la DFCI, Défense des forêts contre les incendies, pour laquelle les départements et les communes œuvrent, en particulier avec l'entente de la forêt méditerranéenne. On peut aussi saluer les communes qui ont mis en place des réserves intercommunales de sécurité civile, les risques, dans les Pyrénées-Orientales en particulier, pour assurer une surveillance des massifs en lien avec les pompiers et l'ONF. Ainsi, je souhaite insister tout particulièrement sur l'action des communes qui accompagnent à l'installation d'éleveurs dans le cadre du sylvopastoralisme ou qui accompagnent les propriétaires de masses isolées dans le défrichement et l'entretien des espaces naturels. Par ailleurs, nous constatons qu'il existe des disparités d'une région à l'autre dans l'application de la réglementation en matière de prévention et parfois entre 2 communes d'un même département. Ma question est simple, monsieur le ministre. Comment reconnaître et valoriser le rôle préventif joué par les communes rurales, y compris financièrement, et aussi comment harmoniser la prévention sur l'ensemble du territoire national pour une plus grande efficacité?
Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collomb, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la sénatrice Hermeline Malherbe, je connais votre attention à la situation que nous venons de vivre et que nous vivons encore aujourd'hui. Nous étions la semaine dernière d'abord en Corse, où près d'Olmetta, quelques 1300 hectares de forêt ont brûlé. Nous étions le lendemain avec Monsieur le Premier ministre à Bormes-les-Mimosas, où l'incendie était immense et où 12 000 personnes ont dû être déplacées dans la nuit. Je veux saluer, comme vous l'avez fait à cette occasion, le travail de toutes celles et de tous ceux qui se sont engagés. Le travail évidemment de nos sapeurs-pompiers, de nos forces de protection civile qui étaient sur le terrain et croyez-moi, ils étaient profondément engagés. La première action, comme vous l'avez dit, Madame la sénatrice, c'est d'abord d'empêcher que le feu ne prenne et donc d'avoir une autre vision de l'urbanisme et de la nature, de ce que vous dites de l'entretien fait dans les zones agricoles. La deuxième, c'est ensuite d'avoir les moyens disponibles. Et c'est pour cela qu'avec le gouvernement, malgré les difficultés financières, nous avons décidé de commander 6 avions nouveaux pour les prochaines années, de manière à avoir des moyens à la hauteur des difficultés qui peuvent être les nôtres. Merci. La parole est maintenant notre collègue Jean-Jacques Filleul pour le groupe République En Marche. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la ministre chargée des Transports, ce dernier week-end de retour et départ des vacanciers a été marqué par une pagaille monstre à la gare Montparnasse. Celle-ci ne pouvait plus exercer ses fonctions primaires, accueillir les voyageurs et faire circuler les trains. De nombreuses hypothèses ont été émises pendant ces 72 heures, en particulier sur la nature de la panne qui a bloqué des milliers de voyageurs et perturbé toutes les gares du réseau Ouest Atlantique. Cette situation grave par sa longueur et les perturbations qu'elle a entraînées n'est pas admissible. Le service public est profondément touché par cette épreuve. Nous savons votre volonté, Madame la Ministre. Vous êtes venue présenter votre feuille de route le 20 juillet dernier devant notre commission Aménagement du territoire et développement durable. Votre projet est ambitieux, nous le soutenons. SNCF Réseau doit faire l'objet de lourds investissements pour rénover et moderniser l'infrastructure ferroviaire dans sa variété et sa multiplicité. Il n'en reste pas moins que ces dysfonctionnements, dont l'ampleur dépasse tous les incidents quotidiens du réseau, sont inquiétants, d'autant que la concurrence voyageurs issue du 4e paquet ferroviaire européen s'impose pour demain, c'est-à-dire le 2022. Je veux rendre hommage à la sagesse des passagers en déficit d'information, à leur patience ou fatalisme face à ces retards et suppressions de trains qu'ils ont subis et subissent encore aujourd'hui. Ce défaut d'information par SNCF, la longueur des recherches pour identifier l'origine de la panne ont entraîné des polémiques et surtout de nombreuses questions. Madame la Ministre, au vu de cette situation, comment avez-vous réagi? Quelles sont vos exigences vis-à-vis de SNCF et dans l'immédiat, quelles mesures envisagez-vous de prendre? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, samedi dans la soirée, un signalement de défaut sur la basse tension du poste de Vanves qui contrôle la signalisation sur les 10 km de voies qui précèdent la gare Montparnasse a été relevé par les équipes. Cette panne, car il s'agit bien d'une panne, a la double caractéristique d'être à la fois complexe à identifier, car les stations dans lesquelles intervient la panne sont remplies de connecteurs et il faut identifier le bon endroit où le connecteur ne fonctionne plus, et d'être susceptible de poser
des risques graves à la sécurité des voyageurs. Car le défaut de basse tension, il peut avoir pour effet de faire passer un feu rouge à un feu vert, ce qui pose des questions de sécurité évidentes. La décision qui a été prise par la SNCF a été donc d'essayer, dans les meilleures conditions de rapidité, d'identifier la panne. Mais elle s'est heurtée évidemment à la difficulté de l'identification de cette panne, à la difficulté de réorganiser le plan de transport sans savoir quand la panne serait identifiée et résolue, et à l'incroyable intensité du trafic dans ce week-end de chassés-croisés. 1,5 million de passagers SNCF ce week-end, 70 000 passagers impactés par la panne et 3 500 passagers qui n'ont pas pu être acheminés. La situation, et cette situation n'est évidemment pas satisfaisante. Vous le savez, je le sais, tous les Français l'ont compris. Et le président des SNCF Mobilité, comme le président des SNCF Réseau, que j'ai reçu aujourd'hui avec Madame la ministre des Transports, l'ont évidemment admis et en ont parfaitement conscience. Face à ces difficultés, Monsieur le sénateur, et comme souvent dans les crises, nous avons vu des choses extrêmement insatisfaisantes et d'autres qu'il faut souligner. Dans les choses insatisfaisantes, le temps passé pour identifier l'origine de la panne. La difficulté à mettre en place des process de travail en mode dégradé, car certes, vous voulez qu'on évoque les conditions dans lesquelles le réseau a été régénéré pendant les 5 dernières années, monsieur le sénateur? Les 10 dernières années, les 15 dernières années. Monsieur le sénateur, il nous a fallu et il nous faudra, et c'est le sens de l'intervention de Madame la ministre, qui s'est rendue sur les lieux dès dimanche et qui est retournée le lundi, il nous faudra, mesdames et messieurs les sénateurs, consacrer beaucoup plus de moyens à l'entretien des réseaux existants. J'ai parfaitement conscience du charme et de l'intérêt et même de l'opportunité qui s'attache aux grands projets, mais nous devons, pour des raisons de sécurité, et il y a ici un certain nombre d'élus de territoires qui savent combien ces questions de sécurité sont importantes et qui ont des mauvais souvenirs, pour des raisons de sécurité et pour des raisons d'efficacité, nous devrons consacrer des moyens à l'entretien des réseaux. C'est une priorité, et elle sera assumée. Un mot encore, monsieur le sénateur, pour ne pas être trop long, pour dire que nous avons demandé au président de SNCF Réseau et au président de SNCF Mobilité de faire évidemment tout le retour d'expérience nécessaire sur un tel incident, que ce soit dans la mobilisation des gilets rouges qui permettent d'informer les utilisateurs, que ce soit dans la qualité ou en l'espèce dans l'absence de qualité de l'information qui a été transmise aux usagers, qui venait de sources différentes et qui était donc souvent imprécise et parfois contradictoire, ce qui n'est pas acceptable. Nous avons, SNCF Réseau, SNCF Mobilité A, des progrès considérables à faire. C'est le sens des remarques précises, claires et fermes que Madame la ministre des Transports et moi-même avons formulées aux responsables de l'entreprise. Mais je voudrais aussi dire, monsieur le sénateur, parce que ça n'empêche pas que nous ne soyons pas satisfaits, je voudrais aussi dire qu'à l'occasion de cette crise, et c'est au fond un bel aspect que nous devons souligner, nous avons aussi vu, ça n'excuse pas l'insatisfaction, mais nous avons aussi vu des personnels se mobiliser, revenir de leurs vacances pour essayer de faire face à une crise qui était une crise pénible et difficile. Nous avons aussi vu, monsieur le sénateur, des gens qui œuvraient jusque tard la nuit parce qu'il fallait apporter un service à l'usager, et je veux aussi le souligner. Mais la parole est maintenant à notre collègue Laurence Cohen pour le groupe communiste républicain citoyen pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Le 12 juillet dernier, le Premier ministre présentait un plan intitulé « Garantir le droit d'asile, mieux maîtriser les flux migratoires ». En réalité, il s'agit avant tout d'une politique dissuasive, tandis que les droits élémentaires des migrants continuent à être bafoués. Récemment, 156 migrants, parmi lesquels des mineurs, ont été arrêtés à la gare de
Cannes et reconduits brutalement à la frontière franco-italienne par les forces de l'ordre. Ils essayaient juste de déposer une demande d'asile en toute légalité. Cette reconduite à la frontière est une violation des droits humains les plus fondamentaux. Cédric Héroux, cet agriculteur militant des droits humains, les accompagnait et a été lui aussi une nouvelle fois arrêté pour délit de solidarité. Le rapport de l'organisation Human Rights Watch sur les violences commises par les forces de police à Calais à l'encontre de 400 à 500 migrants est lui aussi accablant. L'emploi du gaz poivre est courant. Nombreux sont celles et ceux qui sont choqués à juste titre par cette violence institutionnelle qui émane hélas du pays des droits de l'homme. Le président de la République a affirmé que d'ici la fin de l'année, il ne voulait plus personne dans les rues, dans les bois. Vous avez vous-même annoncé, Monsieur le ministre, la création de 2 centres d'accueil dans les Hauts-de-France et demandé un rapport sur les violences. Ma question est donc simple. Pouvez-vous nous préciser, en termes de moyens humains, financiers et matériels, comment le gouvernement entend faire face à la situation dramatique des migrants? Pour répondre, la parole est à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, le problème de la crise migratoire est un problème qu'il faut aborder avec beaucoup d'humilité. J'ai regardé l'évolution des chiffres dans votre département. Sur 2016, nous avons constaté une augmentation des demandes d'asile de plus 57%, dont 786 étaient sous la procédure Dublin. Au premier semestre de cette année, sur 1938 demandeurs d'asile, 969 sont en procédure Dublin, une augmentation de 50%. Alors, nous avons décidé, avec le Président de la République, avec le Premier ministre, de mettre en place un plan qui nous permette d'abord de pouvoir faire en sorte que les migrants qui arrivent aujourd'hui de Dublin, qui ont été déboutés du droit d'asile dans le pays où ils étaient et qui essayent aujourd'hui de venir en France, puissent être traités en priorité. Parce qu'autrement, nous n'arriverons pas à faire face. Mais en même temps, nous voulons agir avec générosité et c'est pourquoi, sur un département comme le Pas-de-Calais, nous avons fait en sorte que Sangatte, Lalande ne se reproduisent plus et c'est pour cela que nous venons d'ouvrir 2 centres d'accueil, mais aussi 2 centres d'orientation. Madame Cohen. Oui, les migrants n'arrivent pas de Dublin, Monsieur le ministre, mais ceci dit, il y a des territoires qui font beaucoup d'efforts et d'autres non. J'étais ce matin avec Madame la ministre des Solidarités et de la Santé dans sa visite d'un centre d'hébergement d'urgence à Ivry, où il y a une grande implication de la ville de Paris, de la municipalité d'Ivry, d'un certain nombre d'associations dont Emmaüs. Et ce dont les migrants ont besoin, et les associations et les collectivités, c'est non pas de moyens constants, mais de moyens supplémentaires, parce que tout ne peut pas reposer sur le bénévolat. Il faut que l'État s'en mêle, et notamment au niveau des services publics. Il y a des expériences qui fonctionnent, autant s'en servir et les multiplier. Pour la CIMAD, pour 110 000 demandeurs d'asile, ce sont plus de 30 000 places nécessaires afin d'éviter toute mise à la rue, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à notre collègue Yannick Vaugrenard pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait et s'adresse toujours au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé une diminution de 5 € par mois du montant de l'aide personnalisée au logement et pour ceux locataires touchant l'APL, ça n'est pas rien. En effet, 80% des bénéficiaires ont des ressources inférieures au SMIC et plus de la moitié des ressources inférieures au seuil de pauvreté. Voilà la triste réalité. Cette mesure sur les APL est aveugle, elle frappe les plus pauvres. Vous devez la supprimer. Chacun a intégré le fait que notre pays doit faire des économies afin que nos enfants et petits-enfants ne paient pas les pots cassés de notre irresponsabilité.
Mais, Monsieur le Premier ministre, pas de cette façon, pas comme cela, pas auprès de ceux qui supportent déjà le calvaire des fins de mois difficiles pendant que d'autres pourront se satisfaire de voir leur impôt sur la fortune diminuer. Qui plus est, il y a dans ce projet une petite musique fort déplaisante, qui consiste à montrer du doigt celles et ceux qui, dès lors qu'ils touchent les aides sociales, seraient considérés comme des assistés, voire même des fraudeurs. Nous vivons, mes chers collègues, curieusement, dans un monde où ceux qui gagnent 20 000 € par mois persuadent ceux qui en gagnent 10 800 que tout va mal à cause de ceux qui vivent avec 535 €. Et ça marche. Eh bien, moi, je vous dis, ça suffit. C'est en effet stigmatisant de diminuer de 5 € par mois l'aide personnalisée au logement pour 6 500 000 ménages parmi les plus défavorisés. Je vous suggère de prélever 0,07 % par an sur le patrimoine des 500 plus grosses fortunes de France, ou encore 12 € par mois sur les 10 % des revenus les plus riches, ce qui rapporterait strictement la même somme et serait beaucoup plus équitable. Je vous le demande solennellement, Monsieur le Premier ministre, revenez sur cette mesure, parce qu'elle est injuste, parce qu'elle touche aussi 800 000 jeunes qui ont besoin d'être écoutés, d'être soutenus et non stigmatisés. L'ensemble des associations caritatives et humanitaires plaident pour sa suppression. Je vous remercie, après m'avoir écouté, de bien vouloir les entendre. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des Territoires. Jacques Mézard, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Vaugrenard, je connais Monsieur le sénateur Vaugrenard, pour avoir été souvent assis dans cet hémicycle, votre souci de préserver nos concitoyens les plus fragiles. Mais je vous dis très clairement aussi qu'il ne faut pas pousser la simplification trop loin. Pourquoi le gouvernement a été amené à proposer avec regret cette mesure? Vous le savez aussi bien que moi, aussi bien que nous. C'est qu'il y avait dans le budget une sous-budgétisation des APL. C'est la stricte réalité. Car vous aviez, le gouvernement précédent, et je le dis très clairement, avait prévu des mesures d'économie sur les APL qui n'ont pas été mises en place, ce qu'a d'ailleurs, me semble-t-il, reconnu très loyalement l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Alors, je crois qu'il est nécessaire aussi de dire, parce que ça a été un des soucis du Sénat ici, en 2015, de demander par sa commission des finances une enquête à la Cour des comptes sur le système des APL. Et à la suite de cela, il y a eu un rapport fait par le sénateur Dallier. De la même manière, à l'Assemblée nationale, il y a eu un rapport fait par votre camarade M. Pupponi, qui a conclu à quoi? À la nécessité de revoir ce système et de réaliser un certain nombre d'économies, y compris sur les allocations concernant le système des étudiants. Donc, ce que nous souhaitons, parce que la réalité, elle est là, c'est constater les inégalités qui existent aujourd'hui dans le système, la complexité du système, et je vous renvoie à la page 31 du rapport de Mme Fac, qui est tout à fait révélateur à ce niveau-là. Il y a donc des efforts à faire pour rendre plus équitables, effectivement, les critères d'accès aux APL et de réaliser une politique du logement qui nous permette d'aller vers une baisse des loyers et une relance de la construction. Voilà la réalité. On ne peut pas éluder la réalité et le concret. Merci, Monsieur le Ministre. La parole maintenant à notre collègue Yves Pozzo di Borgo pour le groupe de l'Union centriste. Et il a 2 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question concerne l'impact des sanctions américaines contre la Russie, en particulier en matière commerciale pour la France et pour l'Union européenne. La semaine dernière, la Chambre des représentants américains a adopté de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie. Ainsi, le président Trump a la possibilité de sanctionner les entreprises qui travaillent sur des pipelines venant de Russie, en limitant leur accès aux banques américaines et en les excluant des marchés publics américains. Cela touche l'entreprise française Engie, les Allemands Uniper et Wintershall, ou l'anglo-néerlandais Shell, merci mes chers collègues, qui travaillent sur le projet de gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne via la Baltique. Nos conduits de gaz dans nos habitations sont remplis de gaz qui arrivent de Russie par tuyau et sont remplis de gaz de schiste qui arrivent des États-Unis par bateau. Notre première réaction devrait être d'arrêter d'acheter du gaz de schiste américain. C'est une compétition internationale et les États-Unis sont aujourd'hui largement excédentaires dans leur balance commerciale en matière de gaz.
Mais le problème est plus vaste. Cette décision américaine pose deux problèmes. Le premier, diplomatique. Les décisions de sanctions contre la Russie ont toujours été prises en concertation entre les États-Unis et l'Union européenne. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Le second, économique et commercial. Il est clair que l'impact sur les entreprises du secteur énergétique, et en particulier gazier, sera négatif pour les entreprises européennes. La guerre commerciale dans ce domaine fait rage. Cette situation pose le problème de la portée extraterritoriale des règles américaines qui coûtent près de 20 milliards de dollars de pénalités aux entreprises européennes, selon le rapport de Pierre Lelouch et de Karine Berger sur ce sujet. Notre propre Commission européenne du Sénat... Pensez à votre question. Ah, déjà, merde. Alors, ma question, Madame la Ministre, comment... Excusez-moi, je suis désolé. Ma question, Madame la Ministre, comment allez-vous accompagner la sainte et juste colère de M. Juncker, qui demain réunit les commissaires européennes et qui est furieux de cette situation? Merci, je suis désolé, Monsieur le Président. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre en charge des Affaires européennes. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Yves Pozzo-di-Borgo, comme vous l'avez indiqué, le président Trump s'apprête à promulguer le projet de loi adopté largement par le Congrès américain portant de nouvelles sanctions contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Le recours à des sanctions est un outil de politique étrangère auquel nous ne sommes pas hostiles. Le Conseil de sécurité des Nations unies a recours, l'Union européenne également, et en règle générale, nous examinons en concertation les régimes de sanctions avec nos partenaires, en particulier au sein du G7. Mais vous soulignez très justement le caractère particulier du projet de loi dont il est question, en particulier sa dimension extraterritoriale, puisqu'il rend possible de sanctionner des individus et des entreprises non américaines, et notamment européennes, en fonction de leurs activités qui ne sont pas liées avec les États-Unis. Vous avez mentionné justement le rapport Lelouch-Berger de l'Assemblée nationale. Je pourrais rajouter le rapport Bonnecarrère de cette Haute Assemblée qui, dans les deux cas, souligne les difficultés posées par les sanctions extraterritoriales et ouvre des pistes. Publiquement, nous avons indiqué le caractère illicite au regard du droit international de ces sanctions extraterritoriales. Nous nous concertons d'abord avec l'administration américaine. Jean-Yves Le Drian a effectué une démarche auprès de Rex Tillerson pour marquer notre préoccupation. Rex Tillerson a indiqué qu'il allait se concerter avec les alliés des États-Unis sur ce régime de sanctions. Plus largement, nous nous concertons avec nos partenaires de l'Union européenne. Nous avons des outils, qu'il s'agisse de mesures commerciales, bien sûr de démarches diplomatiques. N'oublions pas aussi le règlement de 1996 qui avait été pris à la suite de la législation Helms-Burton et qui permet de prendre des mesures de réciprocité en matière de sanctions commerciales. Nous sommes donc mobilisés et nous soutenons les déclarations et les volontés d'action du président Juncker. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Patrick Chaize pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État chargé du numérique. Si les collectivités se félicitent que le sujet de l'aménagement numérique fasse partie des dossiers prioritaires du gouvernement, elles s'interrogent néanmoins sur d'éventuels changements d'orientation concernant bien sûr le calendrier, mais aussi bien évidemment le budget. Aussi, il serait très utile dans un premier temps de clarifier nettement les deux échéances de 2020. D'une part, celle qui consiste à rendre raccordable en fibre optique à la maison l'ensemble des prises de la zone laissée à l'initiative privée, et d'autre part, la seconde échéance annoncée par le Président de la République lors de la conférence des territoires, qui a évoqué une bonne couverture haut et très haut débit pour tous. Il convient par ailleurs que les moyens nécessaires suivent pour confirmer l'échéance du plan France très haut débit en 2022. Il faut en effet rassurer les collectivités qui doivent déposer dans les mois qui viennent des dossiers de financement. Sur les 3,3 milliards d'euros d'autorisation de programme, vous n'êtes pas sans savoir qu'il reste encore 250 millions d'euros à inscrire en loi de finances. Enfin,
Pour assurer la cohésion des territoires, il est nécessaire que le gouvernement fixe un objectif conforme à celui de la Commission européenne, soit un réseau permettant de livrer du gigabit et des débits symétriques en 2025, c'est-à-dire en pratique en fibre optique jusqu'à l'abonné. Cela signifie, selon les estimations de l'Agence du numérique, de devoir inscrire de 1,5 à 2 milliards d'euros supplémentaires en autorisations de programme. Au moment où certains acteurs du secteur se déchaînent contre les RIP, avec pour principal objectif de retarder le plus possible le déploiement du FTTH sur l'ensemble du territoire, il est impératif qu'une clarification soit apportée. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous préciser l'échéancier, nous rassurer sur les financements et enfin nous assurer que votre gouvernement préservera les investissements publics contre les attaques des opérateurs privés? Je vous remercie. Merci. La parole est au secrétaire d'État en charge du numérique, Monsieur Mounir Mahjoubi. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Patrick Chaize, merci pour cette question, elle est essentielle. L'accès au réseau numérique est une priorité de ce gouvernement, nous l'avons annoncé, nous en avons fait une priorité des premiers jours, et avec le ministre Mézard, Monsieur de Normandie et Monsieur Griveaux, ça a été notre premier axe de travail. Nous souhaitons trouver à la fois des solutions activables rapidement et qui seront durables dans leurs effets. Vous avez abordé 3 points. Le calendrier, la méthode, le financement. Je répondrai à chacun. Sur le calendrier, un principe simple, nous ne changeons pas, nous ne remettons pas en cause les engagements passés. Au contraire, nous allons plus vite. Et c'était l'engagement du Président de la République. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Sur 2020, du bon débit pour tous. Du bon débit pour tous, et pour cela, il va falloir s'engager à la fois sur l'accélération du réseau fixe et sur l'accélération du réseau mobile. Vous l'avez bien entendu, 2020, c'est 2 ans avant 2022. 2022 sur lequel nous conservons l'engagement. 2022 sur lequel nous Vous riez, certains parlent d'impatience numérique, les Français sont dans l'exaspération numérique. Ne pas avoir le numérique aujourd'hui au quotidien, c'est être exclu. Donc on ne peut pas rire de cela. Quand on annonce 2 ans d'avance sur l'engagement, nous devrions ici être tous ensemble mobilisés. 2022, je le répète, conservation de l'engagement du très haut débit pour tous et qui passera très majoritairement par le très haut débit. Vous venez de parler d'un nouvel engagement qui est celui de 2025, il faut le rappeler, la société du gigabit, celle qui a été souhaitée par la Commission européenne et qui veut dire près de 100 mégas pour les particuliers et 1 giga pour les équipements essentiels, les commerçants, les universités, les écoles. Eh bien, cela reste l'objectif du gouvernement et nous irons jusqu'au bout. Sur la méthode, comment on fait pour changer ces dates? Comment on fait pour aller plus vite? Eh bien, tout cela, il a fallu qu'on le fasse avec les acteurs. Et c'est pour ça que nous les avons réunis à plusieurs reprises avec 3 éléments majeurs. Redemander à chacun de ces acteurs le respect de ses engagements et leur demander à chacun de présenter des gages pour la suite. Puisque vous l'avez dit, faut conclure. Il y a eu un problème sur la tenue des engagements. Ensuite, améliorer et accélérer les investissements. Et enfin, l'innovation en s'ouvrant un nouveau mix technologique permis aujourd'hui par les nouvelles technologies. Enfin, sur le financement, et je le ferai en moins de 10 secondes, l'État s'est engagé et sur ces engagements, les collectivités peuvent faire confiance. Et enfin, sur la suite, si des engagements nécessaires, des engagements financiers nécessaires devaient être faits, nous serons là. La parole est maintenant à Madame Frédérique Espagnac pour le groupe socialiste et républicain. Non, vous n'avez plus de temps. Ah non, vous n'aviez plus de temps. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Vous vous êtes engagé à produire un effort budgétaire sur le quinquennat de 60 milliards d'euros. Lorsque le précédent gouvernement est arrivé au pouvoir, les déficits s'élevaient à 5,2% du PIB. Au terme de ce quinquennat, en ajoutant les correctifs de la Cour des comptes pour l'année 2017, que je ne remets pas en cause ici, il s'élève à 3,2%, soit une baisse de 2 points du PIB, environ 40 milliards d'euros. J'y arrive, messieurs. Dans le même temps, a eu lieu une baisse de charges des entreprises de 40 milliards d'euros environ, financée pour moitié par des économies, ce qui fait 20 milliards d'euros. 40 milliards plus 20 milliards, cela fait donc 60 milliards d'euros d'économies réalisées par le précédent quinquennat. La Cour des comptes a reconnu... Absolument, messieurs. La Cour des comptes a reconnu, comme le rapporteur, M. de Montgolfier, de la Commission des finances, que les collectivités territoriales ont été amplement mises à contribution avec la diminution réalisée de leurs dépenses de 3 milliards d'euros en 2016 notamment. Elles ont déjà donc pris leurs responsabilités, il faut savoir le dire, il faut aussi savoir le reconnaître. Monsieur le Premier ministre, vous êtes en responsabilité, vous faites face à une situation des comptes publics, cela nous pouvons parfaitement l'accepter. Ce qui pose problème au point de susciter un malaise jusque dans les rangs de la majorité, c'est la méthode. La méthode
du rabot, de la méthode des baisses indifférenciées, par exemple APL, baisse des 46,5 millions de budget sur la politique de la ville, sur la DETR également et les autres. Mettre tous les postes budgétaires à contribution, c'est une force. Le faire dans la méconnaissance des spécificités de chacun, c'est une injustice. Je rappelle que le président de la République lui-même a souhaité mener la transformation des politiques publiques et a appelé à mettre fin à cette vieille technique du rabot. Monsieur le Premier ministre, donc, je vous demande, c'est de ne pas remettre en cause vos objectifs, c'est de changer la méthode et de mettre un terme à la politique du rabot et de prendre l'engagement solennel de préserver l'effort des territoires ruraux qui n'en peuvent plus et qui n'ont que trop contribué au redressement des comptes. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Action et des Comptes publics, M. Gérald Darmanin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, ce qui est sûr, c'est que nous devons mettre fin à l'idée que nous pouvons vivre indéfiniment en déficit. Est-ce qu'on imagine une entreprise? Est-ce qu'on imagine une famille qui, pendant plus de 40 ans, vit en déficit? Notre État, malheureusement, s'est pas habitué à la question des 3% ou pas des 3%, mais a continué à penser qu'on pouvait vivre éternellement en déficit. Nous sommes dans un pays, le ministre d'État l'a rappelé lors d'une des questions au gouvernement, où aujourd'hui, 2400 € par seconde, ce déficit se creuse. 2200 milliards de dettes. Alors la méthode, évidemment, est très différente du gouvernement précédent. Bien sûr, tout le monde va contribuer, mais pas en baisse de dotation décidée uniformément par le gouvernement vis-à-vis des élus locaux. Nous allons contractualiser avec eux, nous allons discuter avec les associations d'élus et le ministre d'État Gérard Collomb, Jacques Mézard, sur la demande du Premier ministre et du Président de la République et moi-même, allons travailler avec l'ensemble des élus et des associations d'élus pour qu'effectivement les collectivités locales puissent contribuer à l'effort des dépenses publiques, mais de façon moins importante que sous le quinquennat précédent en proportion, puisque l'État va prendre la plus grande part de cette baisse de dépenses publiques. Aujourd'hui, l'État n'a pas pris sa part totalement, il est vrai, dans le gouvernement précédent sur la baisse des dépenses publiques. Et le budget que nous allons présenter est un budget qui sera à la fois sincère. Nous allons sincériser les dépenses. Le Parlement pourra discuter des vraies inscriptions budgétaires dans ce budget. Et nous allons pouvoir discuter d'un budget qui baissera parce que nous ferons des vrais choix. Ce ne sera pas le coup de rabot, vous avez tout à fait raison, Madame la sénatrice, qui est le contraire de la politique, ce seront des choix. Et oui, nous avons choisi, à la demande du Président de la République, parce que les Français l'ont voulu, de baisser la fiscalité des entreprises, parce que nous pensons que ce sont les entreprises qui créent l'emploi et que ce n'est pas totalement l'administration publique. Merci, Monsieur le Ministre. La parole était maintenant à notre collègue Anne Chain-Larché pour le groupe Les Républicains. Elle a 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre Jacqueline Gourault. Madame la ministre, la Conférence nationale des territoires, en grande pompe, devait rassurer les élus locaux. Depuis cet exercice de communication, la réalité de vos annonces est venue les frapper de plein fouet. La douche est froide, très froide. Une baisse drastique des budgets communaux se prépare sans aucune contrepartie qui permette aux communes d'absorber le choc. En plus des 11 milliards d'économies imposées aux communes lors du précédent quinquennat, ce sont 13 milliards d'euros qui vont leur être pris dans les 5 ans qui viennent. Avec l'annulation par décret de 209 millions d'euros de crédits de paiement destinés à la politique des territoires et aux relations avec les collectivités locales, le coût est porté aux communes rurales. Avec la suppression de la dotation d'action parlementaire, un marqueur de votre politique, les maires savent bien qu'ils ne pourront plus financer de très nombreux investissements. Avec la suppression de la taxe d'habitation, vous portez atteinte à l'autonomie financière des communes. Enfin, le Président de la République nous a expliqué qu'il y aurait trop d'élus locaux, oubliant que 90% d'entre eux ne sont pas rémunérés, alors qu'ils animent la cellule de base de notre démocratie. Quand arrêterez-vous, Madame la Ministre, la machine infernale qui creuse la fracture territoriale et prend les collectivités locales pour bouc émissaire? Pour vous répondre, la parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Madame la sénatrice, vous avez posé beaucoup de questions dans votre question. Bien sûr, je vais y répondre. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. D'abord, commencer, si vous voulez bien, par la diminution des élus locaux.
Le président de la République a rappelé dans les grands principes de la conférence des territoires, que vous avez vous-même rappelé, qu'il y aurait une liberté locale de laisser aux élus locaux pour s'organiser. Exemple, fusion de départements, communes nouvelles, etc. Et mathématiquement, bien sûr, ceci engendrera, bien sûr, la diminution du nombre d'élus locaux. Il n'a jamais été question, Madame la sénatrice, de diminuer le nombre des élus locaux et de toucher au nombre de conseillers municipaux dans les communes, y compris les plus petites. Je rappellerai au passage que dans la discussion de la loi NOTRe, il avait été proposé ici même au Sénat qu'on envisage de diminuer parfois le nombre de conseillers municipaux devant la carence qu'il y avait parfois à faire des listes complètes. Vous pourrez revérifier. Sur les finances locales, un des points les plus importants de la conférence de territoire, c'est de passer un pacte, comme vient de le rappeler Gérald Darmanin, avec les élus locaux. Donc tout sera discuté dans cette conférence des territoires. Pour faire des économies, ce n'est pas la peine de rire, parce que vous savez bien quel est l'état des finances locales. Nous devons participer à cette rigueur afin que notre pays réponde à l'engagement que le président de la République a pris. Et je rappelle, Madame, pour terminer, que d'autres candidats à la présidence de la République ne disaient pas 13 milliards d'économies, mais 20 milliards. Je vous remercie. Madame Chain-Larché, ma chère collègue, pour 37 secondes. Madame la ministre, il me semblait pourtant que nous parlions le même français. La dotation d'action parlementaire et la DETR, c'est concrètement une maison de retraite, une place de village, une cantine d'école, une église, son parvis, une maison de santé. Ce sont des entreprises qui travaillent, des emplois, une économie locale vivante. Vous étiez, il y a quelques semaines encore, Monsieur Mézard et vous-même, membres de notre Assemblée, et vous n'aviez pas de mots assez durs pour dénoncer les difficultés budgétaires que rencontrent les collectivités locales. Il faut conclure. Notamment en milieu rural. Il serait, à mon avis, souhaitable et bienvenu que le ministre que vous êtes n'oublie pas le sénateur. Merci. La parole est à Gilbert Roger pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre des Sports. Je me félicite de la qualité de la candidature de Paris pour l'organisation des Jeux olympiques en 2024, notamment pour la Seine-Saint-Denis qui accueillera 9 sites olympiques sur son territoire. Je tiens à saluer la déclaration de candidature de Los Angeles pour 2028 et c'est avec impatience que j'attends, tout comme vous, la décision d'attribution du 13 septembre. Ce projet n'aurait pu voir le jour sans l'engagement du mouvement sportif qui a supporté avec conviction cette candidature, avec le soutien de l'État, initié par le président Hollande et engagé par le président Macron et les collectivités territoriales concernées. Ce projet a vocation à laisser un héritage durable aux territoires en équipements sportifs, en logement, en infrastructures de transport. Aussi, la Seine-Saint-Denis, territoire jeune et dynamique, doit se saisir de ce projet fédérateur pour transformer son image en requalifiant son territoire, en créant des emplois. Je souhaiterais aujourd'hui connaître les précisions du gouvernement en matière de sport tout d'abord. Au-delà des grands équipements olympiques, quel engagement le gouvernement pourrait-il prendre pour favoriser l'accès à la pratique sportive de tous les enfants de Seine-Saint-Denis? Je pense en particulier au plan piscine du conseil départemental, alors qu'un enfant sur 2 en 6e ne sait pas nager, et je sais de quoi je parle, je suis maître nageur sauveteur. En matière d'activité et d'emploi,
Quelles mesures le gouvernement mettra-t-il en œuvre pour favoriser l'accès des PME à la commande publique face aux très grandes entreprises et pour généraliser les clauses d'insertion? Voilà ma dernière question. Et les sociétés d'aménagement des sites olympiques pourront-elles participer à Solideo, chargé de la livraison des sites à construire? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Sports, Madame Laura Flessel, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gilbert Roger, l'attribution des Jeux à Paris en 2024 est un rêve. Depuis hier, ce rêve est à la portée de nos mains. Le 13 septembre, il devrait se réaliser. 100 ans après les Jeux de 1924, ces Jeux seraient l'incarnation de la France qui rayonne. Merci à tous ceux qui se sont investis et qui ont porté cette candidature. Vous l'avez dit. Merci à Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo. Merci à cette France unie qui défend les valeurs du sport, les valeurs humaines, à cette France qui se rassemble derrière cette candidature et qui la porte d'une seule voix. Pour Paris et le Grand Paris qui concentreront une part importante des sites et des villages, pour une France entière avec des épreuves qui se dérouleront dans toute la France et un programme d'animation nationale qui sera mené sur le territoire d'ici à 2024, ces Jeux nous offriront une opportunité en faisant du sport un vecteur de nos politiques sportives publiques dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la jeunesse, la culture, la lutte contre les discriminations, en mettant ce projet fédérateur au service de la France et des Français avec la création de 250 000 emplois, 4 500 logements et un impact économique estimé à plus de 11 milliards d'euros. Ils seront pour le territoire du nord de Paris un accélérateur exceptionnel de leur développement et un facteur d'innovation. Les Jeux de 2024 seront la vitrine de l'excellence sportive française et offriront de nouveaux équipements nécessaires à la population tel qu'il a été prévu en concertation avec les élus locaux. Et je prends pour exemple, effectivement, le centre nautique qui va voir le jour en Seine-Saint-Denis où 50% des enfants de moins de 11 ans ne savent pas nager aujourd'hui. Le 13 septembre prochain, de nouvelles responsabilités, des nouveaux défis nous attendront et les acteurs sportifs seront au cœur des performances attendues. Et c'est pourquoi je compte sur votre soutien. Merci. Merci Madame la Ministre. Je vous demande, mes chers collègues, 2 minutes. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, je voudrais, au nom du Sénat et en mon nom personnel, rendre un hommage particulier au secrétaire général du Sénat, Jean-Louis Hérin, qui quittera bravo. Et quittera ses fonctions au terme d'une carrière de plus de 40 ans au service de notre institution. Je voudrais saluer devant vous, mes chers collègues, et au nom de tous les présidents qui m'ont précédé ici et qu'il a connu, l'indéfectible loyauté et le dévouement de ce haut fonctionnaire à l'égard de notre Assemblée. Il fut notamment chef du service de la Commission des lois, directeur de la séance, et enfin, secrétaire général. Je n'ai pas pu réaliser le nombre d'heures passées dans cet hémicycle par Jean-Louis Hérin, mais aucun d'entre nous ne les atteindra jamais. Monsieur le secrétaire général du Sénat, tout l'hémicycle, vraiment, souhaite vous adresser ce message chaleureux. Vous avez pu le mesurer. Vous avez été et vous demeurez un ardent défenseur non seulement du Sénat, mais tout autant d'un bicamérisme indispensable à l'équilibre de nos institutions. À la place qui est la vôtre, vous avez constamment eu à cœur de nous aider à bâtir ce qui fait la spécificité sénatoriale, l'attachement au pluralisme, au temps long, au contrôle, à la prospective, à un débat qui, sans ignorer les clivages, privilégie chaque fois que cela est possible la recherche de convergence dans un esprit de respect et d'écoute mutuelle. Voilà pourquoi je ne voulais pas laisser passer cette séance sans vous saluer personnellement.
La séance peut maintenant, après 40 ans, être levée. Et l'ordre du jour vous rappelle demain, à 16 h, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour la confiance dans la vie politique, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social, et vous avez approuvé à l'unanimité ma proposition de vendredi après-midi à 15 h. La séance est levée. Voici donc pour l'ultime séance de questions d'actualité au gouvernement du Sénat. Plusieurs questions sur des événements récents. Tout d'abord, l'immense pagaille en gare Montparnasse à Paris depuis dimanche. Une question du sénateur La République En Marche, Jean-Jacques Filleul. C'est le Premier ministre qui a tenu à lui répondre. Pour Édouard Philippe, il faut consacrer, je cite, beaucoup plus de moyens à l'entretien des réseaux existants. Également une question du groupe RDSE sur les feux de forêt dans le sud-est de la France. De leur côté, les communistes ont interpellé Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, sur la situation des migrants en France. Vous le savez, le Sénat est la chambre des territoires. À ce titre, plusieurs questions aujourd'hui sur le déploiement du numérique partout en France avec le sénateur LR Patrick Chaize. Également une question de Anne Chain-Larcher sur la dotation d'équipement des territoires ruraux. Enfin, les sénateurs socialistes ont interrogé Jacques Mézard sur les aides personnalisées au logement, le ministre de la Cohésion des Territoires qui a plaidé pour davantage d'équité dans les critères d'attribution des APL. Vous avez également pu suivre l'hommage à Jean-Louis Hérin, le secrétaire général du Sénat, qui quitte ses fonctions à la fin de cette session parlementaire. C'est la fin de cette édition de Sénat 360. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.